Connaissance, recherche, sciences, et sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Alors, si je devais vous dire que tout ce que vous avez entendu au cours des 2 derniers jours est erroné, est faux. Alors en fait, vous avez été escroqué et qu'au cours des 48 heures écoulées, vous avez entendu beaucoup de choses, mais des faussetés. Alors ce serait quelque peu frappant comme révélation, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est précisément ce qui s'est passé. Alors, les pays en voie de développement se voient dire que ceux qui pensaient avoir, ou ceux qui pensaient savoir, et ils n'avaient pas, et ils ne le savaient pas. Et ils sont guère très contents, comme vous pouvez l'imaginer. Au cours des 60 dernières années, nous avons raté une occasion d'apprendre systématiquement ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas, à travers donc des méthodes scientifiques rigoureuses. Ça ne signifie pas que des méthodes de ce type n'ont pas été utilisées, mais ces méthodes n'ont pas été utilisées de façon systématique afin de tirer des renseignements de ce que nous avons mis en place. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est la suivante. C'est qu'il est opportun, maintenant, aujourd'hui, de faire en sorte que le développement économique fait ce que les autres sciences ont fait. Autrement dit, incorporer des méthodes scientifiques comme étant l'ordinaire de leur activité. Et donc, à ce titre, nous sommes très conscients du peu de choses que nous savons et à quel point le parcours devant nous sera long. Alors, vous avez entendu, n'est-ce pas, au cours des 2 derniers jours, des exemples de ce que nous avons appris. Et je dirais que c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Alors, la première chose que nous devons faire, c'est de garder l'esprit ouvert, car un bon nombre de choses que nous pensions vraies peuvent s'avérer erronées. Et donc, il faut avoir l'esprit suffisamment ouvert pour permettre à ces éléments de preuve de pénétrer dans notre esprit et pour nous permettre de mise en œuvre et de structurer ces nouvelles connaissances au fur et à mesure qu'elles se font jour. Donc c'est une anecdote que j'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment une histoire de réussite personnelle et d'échec au niveau d'une institution. Alors, en 1909, Elizabeth Kenny était une infirmière, pas très bien formée, mais qui finalement est arrivée dans l'arrière-pays australien. Donc, elle a rencontré un enfant qui avait une maladie très grave. Elle a contacté un médecin dans la ville la plus proche. Elle a reçu la réponse suivante. Il n'y a pas de guérison possible, donc traiter les symptômes. Donc, comme elle ignorait la nature de la maladie, elle ne connaissait pas la marche à suivre. Donc, en fait, elle a fait appel à son propre sens commun, si vous voulez, et elle a appliqué de la chaleur contre les jambes de ses enfants pour empêcher que ses muscles se tendent et rentrent en spasme. Une fois les muscles relâchés, elle a incité ses enfants à répéter le mouvement qu'elle lui avait enseigné. Alors, c'était incroyable, parce que ces enfants qu'elle a traités en 1909 ont, in fine, réussi à marcher. C'était révolutionnaire à l'époque, parce que personne ne pouvait marcher après avoir été frappé de polio. Et donc, qu'est-ce qu'elle a découvert? Enfin, ce qu'elle avait... Enfin, la profession médicale l'a vilipendée parce qu'on l'a accusé de ne pas avoir diagnostiqué correctement ses enfants. Et après 35 ans de lutte et de combat, il fallait attendre 35 années avant que l'association de polio, l'organe officiel du polio, accepte sa théorie. Alors, on dira que c'est vraiment le début du siècle précédent, c'est vraiment l'arrière-pays australien, donc bon, bref. Mais ça, c'est un autre exemple que tout le monde connaît. Au début des années 80, des médecins
ont découvert que les ulcères étaient tributaires d'une infection liée à des bactéries. Et en 1994, l'une de ces médecins a bu une décoction de bactéries afin de prouver qu'elle allait contracter un ulcère et qu'elle pouvait être guérie à l'aide d'un traitement antibiotique. 10 ans devaient s'écouler avant que le NIH préconise ce même traitement pour les patients affligés d'ulcères. Donc voici l'exemple, et maintenant, du champ médical, où la science a régné en maître. Alors, la question en matière de développement économique est la suivante. Alors, est-ce que nous pouvons faire mieux ou comment peut-on s'assurer que des découvertes seront mises en œuvre une fois que ces découvertes sont découvertes? Et donc, voilà, nous ne partons pas de rien à ce titre. Et nous accumulons beaucoup de connaissances sur comment faire cela et rendre ce travail significatif et qui font sens pour les acteurs du terrain. Et on a vu, n'est-ce pas, au cours de ces 2 jours, que la théorie et la pratique peuvent avancer de concert. Alors, nous avons également entendu la chose suivante, que une transition de l'usage précédent de l'évaluation d'impact, qui précédemment a été utilisé comme un outil d'audit, en disant à la fin du processus, bon, vous avez bien fait, vous n'avez pas bien fait, comme une sorte d'exercice d'audit. Bon, on le fait aussi, mais encore aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas quelque chose qui est embrassé par des praticiens, parce qu'un théoricien, il arrive sur le terrain avec une connaissance très limitée de ce qui se fait en pratique, et ces théoriciens sont mal accueillis. Alors les praticiens, ce qu'ils apprécient, au contraire, c'est la possibilité d'utiliser ces évaluations d'impact, des outils rigoureux, pour favoriser leur prise de décision gestionnaire. Non pas pour mesurer leur performance, leurs actions, mais pour améliorer ce qu'ils font déjà. Voici une nuance de taille. Et je pense que nous avons vu l'évolution de la profession à partir d'une fonction purement auditrice à cette nouvelle fonction. Et ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir de la science, à mon sens. Alors, nous avons constaté également une transition qui nous fait nous éloigner d'expériences conduites en dehors des appareils institutionnels dominants dans un tel pays, en passer de là pour un travail consenti conjointement avec ces mêmes institutions pour permettre que les prises de décision aient faites justement conjointement avec ces institutions. Alors, j'ai découvert cette citation dont je suis très heureuse. J'espère que vous l'appréciez autant que moi. Les bénéfices viennent de ce qui existe. L'utilité provient de ce qui n'existe pas. L'utilité de quelque chose provient de ce qui n'existe pas. Et moi, je pense que ça, c'est en parfaite adéquation avec ma philosophie, car nous autres chercheurs, ils souscrivent, ou les autres, enfin, moi, je ne suis pas vraiment... Je suis une passerelle entre les deux, bon, entre les chercheurs et les praticiens, mais bon, il nous incombe de donner un cadre analytique, une grille d'analyse, mais qui donne suffisamment de lacunes dans cette grille pour permettre aux praticiens de remplir les blancs à leur tour. Et ensemble, nous mobiliserons nos efforts communs pour décider ce qui sera utile et fera la différence au niveau du terrain. Alors, j'ai entendu les gens dire, voilà, mais j'ai demandé aux praticiens, mais les praticiens ignorent ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, les praticiens. Alors, vraiment, je peux vous le garantir, je l'ai entendu à de multiples reprises. Et donc, la question, in fine, est la suivante. Découvrir ce que nous devons apprendre à titre de praticien, cela prend du temps. Ça requiert des pensées incisives, un esprit pénétrant, des débats de fond. Et vous n'allez pas vraiment l'apprendre du jour au lendemain, mais le débat, les dialogues sur la mise en œuvre des actions, quelles sont d'autres alternatives qui s'offrent à nous, qu'est-ce que notre expérience nous apprend, tout ce processus-là est celui qui crée
beaucoup de questions pertinentes et très intéressantes. Et je suis convaincu, et je vais le dire en guise de conclusion tout à l'heure, je pense que les gens ne s'intéressent pas à la réponse à la question qui se pose eux-mêmes. Donc, pour favoriser ce processus qui consiste à poser les questions deviennent autrement plus intéressantes pour les gens. Quand ils ne se sont même pas posé la question, si je puis dire, donc ces réponses deviennent de plus en plus intéressantes. Alors, ma deuxième question, pour améliorer les actions plutôt que de mesurer la réussite. Alors, je tiens l'exemple d'Éthiopie. Nous sommes impliqués en Éthiopie depuis plusieurs années. Au départ, pendant nos négociations en vue de mettre en œuvre un projet, notre projet pour combattre l'analphabétisme mené conjointement avec l'État, est-ce que l'alphabétisme, quels seront les bienfaits pour le peuple résidant dans les zones rurales? Et je pense que c'est une question très importante. Enfin, finalement, c'est quoi le retour sur investissement, hein? Mais très rapidement, au cours donc de nos négociations avec le ministre de l'Énergie, celui-ci nous a posé une question très intéressante. Donc, comment est-ce que je vais m'assurer que assez de gens qu'on participe au projet pour me permettre d'atteindre les objectifs que le ministère de la Finance m'ont assigné. Et donc, nous avons distribué des bons pour bénéficier d'une prestation électrique. Et donc, grâce à ce processus, le gouvernement a découvert que pour pouvoir atteindre les objectifs assignés par le ministère de la Finance, ils avaient besoin d'une subvention. Enfin, le ministère de l'Énergie avait besoin d'une subvention. Et dans mes commentaires, je vais revenir sur le commentaire de Pascaline s'agissant des tarifs les prix qu'il faut utiliser. Nous avons parlé des ampoules à faible consommation d'énergie. Alors, ces ampoules réduisent la consommation électrique d'un foyer pauvre d'un tiers. Donc, ces équipements sont non pas seulement utiles pour ne pas tirer trop sur la consommation énergétique, mais c'est aussi bénéfique pour la consommation d'un foyer. Ainsi, nous avons conduit des expériences sur ces ampoules à faible consommation électrique, $5 par unité, vraiment très, très cher et que très peu de foyers pouvaient se permettre d'acheter ces ampoules, mais ça se trouve en fait qu'il y avait une crise qui a affligé la situation et la production électrique était très difficile. Alors, ils se demandaient s'ils allaient mettre en location certaines centrales pour produire assez d'électricité et ils trouvaient que c'était une meilleure façon de diminuer la demande. Et en fait, ils pensaient, voilà, en fait, ce qu'on va faire, on va distribuer 4,5 millions d'ampoules à tout le monde pour réduire la production. Enfin, ampoules à faible consommation électrique. Mais ça nous mène à une autre question. Comment créer un système de collecte et de collecte de ces ampoules et de comment traiter le rejet, parce que ces ampoules contiennent des gaz potentiellement dangereux, et comment est-ce que nous pouvions approvisionner le marché de ces ampoules et le coût unitaire de ces ampoules environ 80 centimes parce qu'elles sont utilisées de façon généralisée dans les pays en développement. On a parlé de l'apprentissage par l'expérience et de l'importance d'ancrer notre travail dans le contexte institutionnel des gens qui sont amenés à prendre les deux raisons. Et cela pour deux raisons. Tout d'abord, la validité de nos résultats pour les programmes qui doivent prendre des décisions. Mais la deuxième raison, c'est quelque chose que vos pères ou vos grands-pères vous ont déjà dit quand vous étiez petit, à mon avis. Mais je sais mieux que toi. Mais je sais mieux que toi. Mais non, il faut apprendre par son expérience. Et quelquefois, nous, en tant que parents, on n'est pas très à l'aise, mais on sait très bien que nos enfants n'apprendront que par leurs erreurs. Et là, je voudrais ajouter un quatrième point.
un point qui a été soulevé, à savoir qu'on génère du savoir, mais il y a cette génération de savoir à l'extérieur des programmes. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir partager ces connaissances avec le reste du monde. Et maintenant, à nous de savoir créer ces réseaux d'information pour que cette information ait du sens et qu'elle soit disponible. Qu'elle ne soit pas forcément applicable, parce que tout n'est pas forcément applicable, mais ça ouvre au moins des fenêtres, ça laisse entrevoir des possibilités pour le reste du monde. Donc, voilà mon 100 000 mètres, comme je disais tout à l'heure. Les gens doivent penser que je suis complètement folle, mais ma vision, c'est de réussir à apporter à toute agence chargée de la mise en place de programmes dans le monde, de leur fournir suffisamment de capacités, suffisamment de prise de conscience que ces agences puissent envisager de mettre en œuvre leurs programmes d'une manière légèrement différente. Chaque gouvernement de par le monde prend des décisions et apporte des modifications au programme, et ce tous les ans. La question est de savoir est-ce qu'il est possible de structurer les changements à ces programmes, de telle sorte que ce ne soit pas simplement des changements cosmétiques, mais que ce soit des changements qui nous permettent de dire effectivement que la nouvelle manière de faire les choses est mieux que l'ancienne manière de faire les choses. Je dois dire que j'ai été particulièrement heureuse la semaine dernière, car au mois de décembre, nous avions tenu un atelier à Dakar, et l'une des délégations des pays qui participaient à cet atelier était le programme de contrôle national du sida au Sénégal. Ils sont venus pour nous dire, bon, ils avaient reçu la formation sur l'évaluation d'impact et une discussion avec les médecins pour voir ce qu'ils voulaient évaluer. Et ils nous ont dit en décembre, là on était à mi-décembre, je sais que Noël venait tout de suite après, que début janvier, ils déployaient leur nouveau programme qui s'intitulait le club post-test, un club pour les gens qui passent un test de dépistage du sida au dispensaire et qu'on envoie ensuite vers ces petits clubs où on leur fournit une information supplémentaire et où on essaye de les convaincre de modifier leurs pratiques sexuelles. Ma recommandation au départ était de dire que le seul moyen pour évaluer ce nouveau type d'intervention était d'allouer cette organisation de façon aléatoire à certaines organisations locales et pas à d'autres. Dans le même temps, nous n'avions pas eu le temps de faire une évaluation de départ puisqu'ils allaient mettre en place le programme en janvier. Donc ma recommandation a été de leur dire modifiez ce que vous avez décidé d'évaluer. Et ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement sénégalais m'a vraiment surpris parce que, en un éclair, c'est le gouvernement qui a décidé de déployer de façon aléatoire ce type d'intervention. Et ils ont créé 2 groupes de traitement, un groupe témoin, et nous allons nous rendre au Sénégal au mois de juillet pour collecter des données et pour aider les personnes sur place à voir si cette idée de club post-test vaut le coup. Maintenant, pourquoi est-ce que je mentionne cet exemple? Eh bien, la simple raison, c'est que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'évaluation, mais plus fondamentalement, ça a à voir avec la manière dont on pense le programme et non pas la manière dont on pense l'évaluation. L'évaluation, c'est l'outil que nous utilisons pour ensuite avoir des informations sur le processus. Mais là où on veut avoir un impact, c'est sur le processus de planifier, de mise en œuvre des programmes. Et donc, quand je dis que c'est mon 100 000 mètres, c'est parce que je ne m'attends pas à ce que nous ayons les ressources nécessaires pour avoir une couverture totale de tous les programmes, dans tous les ministères, dans tous les pays, pour tous les cas. Mais je m'attends
à ce que nous prenions plus conscience pour que les décideurs politiques, les gestionnaires de programmes soient plus conscients de la manière dont ils peuvent avoir un effet sur les programmes dans le temps et comment ils peuvent utiliser des outils, même des outils pas chers du tout, pour essayer de voir si leurs programmes sont plus efficaces ou non. Ça fait des années qu'on encourage les gouvernements maintenant à lancer des systèmes d'évaluation, etc. Et tout ça, c'est très bien parce qu'on a besoin de cela. Notamment en Europe, ça ne pose aucune question. Les systèmes sont en place, mais dans de nombreux de pays avec lesquels nous travaillons, il n'y a pas de système de contrôle, d'évaluation, etc. Donc, le point d'une évaluation rigoureuse, ce n'est pas l'enquête, mais c'est de structurer les interventions. Et on peut utiliser toutes les données à notre disposition. Certaines sont meilleures que d'autres, mais la structuration, c'est bien ce qui va faire la différence dans notre capacité à faire des choses. Et donc, ce que je souhaite, c'est que nous puissions faire passer ce message à toutes les agences pour qu'elles comprennent comment elles peuvent faire cela à moyen terme. Donc, comme vous le disiez, Esther, je suis à la tête de cette initiative d'évaluation d'impact pour le développement et nous nous sommes fixés des objectifs. Tout d'abord, générer de la connaissance. Mais évidemment, ce n'est pas une fin en soi. Ce que nous voulons faire également, c'est utiliser ce que nous avons au niveau de la Banque mondiale. C'est vrai que nous disposons d'un réseau énorme avec les organisations, avec les gouvernements. Nous ne voulons pas reproduire, réinventer la roue, reproduire ces réseaux, mais travailler avec ce réseau qui est déjà en place et utiliser notre influence que nous avons en place, les utiliser comme outils d'apprentissage, pas simplement pour mettre en place une intervention, mais pour démontrer ce qui peut fonctionner. Et parce que nous travaillons avec les gouvernements principalement, et parce que nous travaillons par l'intermédiaire des systèmes gouvernementaux, ce que nous faisons, c'est un échantillonnage de tout ce que fait le gouvernement. Et nous voulons ensuite travailler avec ces gouvernements pour les aider à mettre en place les institutions qui sont nécessaires. Et on a, pendant ces 2 jours, entendu beaucoup de praticiens sur les terrains qui ont beaucoup réfléchi à leur propre programme. Et c'est exactement ce que nous voulons réussir à faire avec les gouvernements. Donc, j'appelle ça un nouveau modèle économique. Et certainement pour la banque, c'est un nouveau modèle économique. Nous sommes en train de considérer une réforme majeure de notre politique de prêt et d'investissement et nous travaillons pour voir comment nous pourrions modifier la nature même de nos opérations. Comme je vous l'ai dit, ça, pas simplement pour délivrer des interventions, mais pour tirer les enseignements de ces interventions également. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nos collègues à la banque, qui sont véritablement les hommes de terrain, qui sont les praticiens? Ce sont les gens qui sont sur le terrain, dans les régions, qui travaillent. Eh bien, le gouvernement culturel que nous attendons de la part des gouvernements, nous les attendons également de leur part. Et les gens viennent me dire, tu veux que j'aille dire aux gens à qui je parle que je ne sais pas ce que je suis en train de faire? Alors je leur réponds, ben oui, il faut leur dire cela tout en leur disant que on est en train de travailler pour essayer de comprendre cela. Et je pense que pour une banque, c'est un excellent exercice d'humilité à tous les niveaux. Donc, nous avons une approche programmatique et je vais vous en décrire les étapes parce que nous utilisons des mots, mais les mots n'ont jamais aucun sens comme ça. Donc, je voulais vous parler un petit peu du processus de telle sorte que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce que c'est que notre approche programmatique. Donc, notre approche programmatique, cela veut dire pour moi qu'il faut que j'identifie des partenaires, que ces partenaires soient les gens qui conçoivent les interventions, qui les mettent en œuvre, etc. Donc, je veux des partenariats avec ce que j'appelle les managers de secteur qui travaillent sur le terrain. Et eux, par leur groupe et avec leur collaboration avec le gouvernement, il faut qu'ils identifient les projets qui sont en préparation et qui pourraient s'intégrer dans le cadre de notre programme. Nous ciblons un type d'institution à la fois.
Donc, par exemple, les ministères de l'éducation, de la santé, les centres d'information SIDA dans les pays, etc., etc. Et ensuite, nous travaillons. Une fois que le gouvernement nous dit oui, je suis intéressé, j'ai envie de participer, nous demandons au gouvernement d'établir des équipes gouvernementales. Et nous voulons au minimum un politique, un directeur programme et un statisticien. Car nous avons besoin d'une connaissance du programme et des capacités de suivi. Et ensuite, on prend tous ces pays et on les rassemble dans un lieu unique où nous lançons l'atelier. Et l'objectif de cet atelier, c'est véritablement d'informer les gens sur l'évaluation d'impact. L'évaluation, ça veut dire beaucoup de choses. Quelqu'un, hier, a posé la question de savoir si la Banque mondiale avait réalisé des évaluations depuis des années. Alors, ma réponse est oui, ça fait des années qu'on fait des évaluations, mais des évaluations qui n'ont que peu de validité d'un point de vue scientifique. Parce que ce sont des évaluations... c'est encore en cours, mais c'était des évaluations orientées processus, qui regardaient ce qui était avant et après, sans groupe témoin. Donc, si l'économie va bien, nous, on va bien. S'il y a une famine, les résultats ne sont pas très bons. Mais ça, ce n'est pas très rassurant. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure manière de voir si un programme atteint les objectifs qui étaient fixés. Donc, l'objectif de cet atelier, comme je vous le disais, c'est d'assurer une formation pour ces délégations gouvernementales. En fait, la réalité, c'est que c'est eux qui nous forment. En fait, la formation va dans les deux sens. Ils nous expliquent comment ils font les choses, pourquoi ils font les choses, et nous, on leur explique quels sont les outils qu'on peut leur proposer. Et ensuite, on discute sur les éléments. Vous avez, pendant ces 2 journées, vous avez eu quelques illustrations de ce qui se passe dans différents domaines. Donc nous, on refait la même chose avec nos clients et on leur parle de tout ce qu'on sait sur les interventions de lutte contre la malaria. Peut-être que ça n'a aucun intérêt pour eux, mais ça peut ouvrir une fenêtre. Après la formation et après le partage d'expériences, nous passons à ce que nous appelons les 2 jours de clinique. Donc, chaque délégation arrive avec un spécialiste de l'intervention et la personne de la Banque mondiale qui est en charge de ce secteur dans ce pays donné, parce que, et surprise, surprise, nous ne sommes pas des spécialistes de secteur, nous sommes des économistes. Et nous pouvons travailler avec des spécialistes par secteur pour structurer les interventions et les évaluations, mais nous ne sommes pas les autorités, nous n'avons pas autorité sur ce secteur. Donc nous travaillons en partenariat avec les gouvernements et c'est ensemble que nous mettons en place ce processus de découverte pour mettre en place un agenda d'apprentissage. En fait, l'idée, c'est d'avoir un processus qui part du bas vers le haut. Donc, on a la possibilité de tout mettre sur la table, mais c'est, comme je le disais, les gouvernements qui décident de leurs priorités. Et à nous de voir comment on peut les aider au mieux à donner une validité à leurs priorités. Donc ensuite, les délégations rentrent chez elles, discutent, et lorsque tout est prêt, nous allons dans les pays et nous commençons à travailler avec eux. L'une des expériences les plus récentes que j'ai vécues était à Addis Abeba, en Éthiopie, au mois d'avril dernier, où nous avions 26 délégations nationales de ministères de l'agriculture et de communautés de développement local qui ont participé à cette réunion. Et il y a quelques semaines, la première équipe est partie vers les pays pour assurer le suivi de ces évaluations. Pour ce qui est des aspects financement, ce sont les gouvernements qui payent la majeure partie des coûts. Ils payent peut-être par un financement de la banque, mais ça reste leur budget. Ils payent l'intervention et la collecte de données. Ce que nous faisons, nous, c'est que nous essayons de lever tout l'argent nécessaire pour leur fournir les services dont ils pourraient avoir besoin. Donc, je pense avoir déjà dit cela, mais simplement pour vous dire encore une fois que, en se mettant au service de nos opérationnels et au service des programmes gouvernementaux,
nous avons la possibilité de changer ces processus de manière fondamentale. Nous ne faisons pas simplement de l'évaluation. Quand on travaille avec les équipes de projet pendant la préparation, nous pouvons modifier fondamentalement les approches par rapport à ces projets. Comment est-ce que je suis arrivé à ce poste, à ce travail? Eh bien, j'ai travaillé dans la région Afrique. Et lorsque je suis arrivé dans la région Afrique de la Banque mondiale, la région Afrique était totalement paumée sur les études d'impact, d'évaluation d'impact. Je m'étais rendu compte que seules 2 évaluations avaient été faites par an sur la période des 10 années précédentes. Et c'était en fait le fait de 2 personnes uniquement qui faisaient bien leur boulot. Maintenant, comment est-ce que j'en suis arrivé à mon boulot actuel? Eh bien, compte tenu de notre point de départ en 2005, de là où nous étions en 2005, eh bien, il faut constater qu'en 2008, l'Afrique était devenue leader au niveau de la Banque mondiale, mais dépassait les autres de tant de coudées d'avance que les autres gouvernements ont commencé à se poser des questions. Encore une fois, personne n'aime juger, mais tout le monde veut que ces programmes s'améliorent. Donc ici, une petite image pour vous montrer la progression de l'Afrique. Et aujourd'hui, notre directeur général est d'accord pour dire que nous devons essayer de faire exactement la même chose pour toutes les autres régions de la banque. Donc vous voyez ici l'Afrique avec 101 évaluations en cours. Et ensuite, deuxième meilleur élève de la classe, c'est l'Amérique latine. Et je voulais simplement vous dire qu'ici, ce sont des évaluations d'impact menées de la Banque mondiale. Ça ne veut pas dire que les pays en Afrique du Sud en font moins qu'en Afrique. Ça veut simplement dire, ça vous montre simplement ce qui est soutenu par la Banque mondiale dans ces pays. Maintenant, pour l'avenir, nous sommes d'accord sur 20 programmes thématiques. Une douzaine sont actuellement en cours de mise en œuvre, même s'ils ne sont pas tous, ils ne reflètent pas tous le mode de pensée que je viens de vous décrire. Les autres devraient être développés dans les 2 ans à venir. Les programmes essayent de se concentrer sur certaines des plus grosses questions qui, de notre point de vue, auront un impact sur le développement dans de nombreux secteurs. Ici, vous avez les gros titres, mais bien entendu, il y a des zones. Chaque grand secteur se décline ensuite en sous-secteurs. Donc, vous avez croissance et environnement économique, vous avez éducation pour tous, vous avez la santé, la protection sociale, la gouvernance, adaptation au changement climatique, ça encore c'est assez nouveau, accès aux services et aux marchés, et en fait tout ce qui est la zone égalité des sexes, mais qui est également qui s'intègre également dans les autres programmes. Maintenant, comment est-ce que nous travaillons? Eh bien, nous avons une unité de coordination avec des spécialistes des domaines et nous avons des économistes qui s'assurent que tous les pays dans le programme travaillent correctement et qui éventuellement prend le leadership dans quelques cas. On a également un groupe de conseil avec des scientifiques et des spécialistes dont on a besoin et qui réfléchissent aux travaux dans les différents pays. Nous avons, au niveau de la Banque mondiale, l'expérience. On sait très bien que certains pays font mieux leur boulot que d'autres, pour différentes raisons. Et dans certains cas, tout simplement parce que les fonctionnaires sont mieux formés, dans d'autres parce que les pays sont plus pauvres ou plus petits, et il n'y a pas la même qualité de conseil partout. Donc voilà comment, de notre point de vue, nous pouvons assurer que les mêmes conseils sont fournis à tous, qu'ils soient bons ou mauvais. On espère qu'ils sont bons. Mais ça nous permet de donner le même niveau de conseil à tous les pays inclus dans un programme. Et cela nous donne également la possibilité d'avoir un certain niveau d'harmonisation entre les pays. Donc, quand on parle résultat, en bout de course, on peut effectivement comparer des choses qui sont comparables. Et dans ce protocole, vous avez des évaluations d'impact au niveau national. Les équipes nationales comprennent des membres du gouvernement, des membres de notre personnel ainsi que l'équipe scientifique.
Très bien. Donc, maintenant, je voulais simplement ajouter que, bon, on a déjà parlé des activités du programme. En fait, il s'agit de toute une série d'activités qui permettent d'augmenter les capacités au niveau d'un gouvernement, qui permet de partager des expériences et également des éléments. Et puis, il y a aussi ce groupe de conseils techniques qui aide sur tous les aspects assurance qualité et partage des connaissances. Et puis, pour tout le reste, les protocoles ne sont pas très différents de ce qu'on a dit déjà pendant ces 2 jours. En fait, l'objectif, c'est surtout d'établir une équipe, de créer une équipe qui inclut les praticiens et les scientifiques et qui leur permet de travailler en étroite collaboration. Et bien entendu, parce que nous soutenons tout le processus de la conception à la collecte des données, à l'analyse des données. Nous fournissons également un contrôle de ces programmes. Nous assurons un contrôle de ces programmes pour nous assurer qu'ils sont mis en œuvre comme cela a été prévu. Et nous assurons également la formation des équipes au niveau national. Et voici ma dernière diapositive, simplement pour vous dire 2 mots de ce qui est en train de se passer dans ces 20 domaines programmatiques. Donc vous voyez des chiffres ici. Et vous avez des domaines qui sont vraiment des domaines programmatiques tels que je les ai décrits. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus des choses qui ne sont pas encore totalement organisées. On est en train d'y réfléchir. Donc en bas, vous avez tout ce qui se passe au niveau du secteur privé et du secteur financier. Nos partenaires sont c'est l'IFC qui travaille pour l'évaluation du secteur privé et c'est plus de la sous-traitance. Et c'est eux qui vont vérifier que les programmes fonctionnent. Ensuite, en bleu, vous avez tout ce qui a trait au secteur du développement humain, c'est-à-dire la santé, la protection sociale, l'éducation. En rouge, la grosse ligne rouge, là, c'est la gouvernance, donc l'évaluation de la gouvernance au niveau local et plus particulièrement ce programme gouvernance n'est pas encore démarré. En vert, vous avez tout ce qui a à voir avec les infrastructures et les changements climatiques. Alors, il y a 2 jours, même hier, Esther et moi discutions ensemble et on s'est dit, voilà, en fait, peut-être qu'on est en train de d'escroquer les gens parce qu'en fait, nous faisons ce travail que nous aimons, on se flatte en se pensant que nous sommes très utiles. Nous travaillons avec toutes ces institutions merveilleuses, SNS, LMANA, et puis bon aussi l'AFD, la Banque mondiale, ainsi que d'autres institutions, à l'aide de ces personnes très talentueuses. Et même, on nous verse une rémunération, et c'est peut-être un miracle, et je suis très reconnaissant. Mais ce que je voulais faire, alors je suis parti du principe qu'il fallait parler des boulons, des vis dans liés aux évaluations randomisées. Donc je voulais saisir cette occasion de ne pas parler des questions de politique directe, parce que, bon, d'une certaine façon, elles reviennent de façon récurrente, mais je souhaiterais souscrire à ce qui a été dit, mais ensuite passer derrière la méthodologie et de parler de la recherche. Évidemment, mon avantage concurrentiel, c'est mon avantage parce que, bon, moi je suis du côté de la théorie plus que du côté de la pratique, mais outre cela, je pense qu'il existe, il y a des choses qui méritent d'être dites, même dans le cadre de ce débat
sur ce qu'il faut faire, ce qui est utile de faire. Donc, je souhaiterais souligner le fait que nous sommes ici, réunis ici, pour poser des questions très pertinentes à l'égard d'une question d'ordre politique, mais il nous incombe également de répondre à des questions qui sont de nature, qui sont plus de nature, enfin je ne veux pas dire fondamentale ou cruciale, mais qui sont plus, quelque chose qui soit un peu fondamental, mais les questions qui nous permettent d'avoir une petite maîtrise, aussi infime soit-elle. Enfin, les décideurs politiques sont évidemment impliqués dans la prise de décision, et quand nous travaillons avec ces preneurs de décision, il y a toujours le point un peu épineux où les gens disent « Bon, comment est-ce que vous pouvez savoir que ce projet mérite une évaluation randomisée ?» Et c'est à ce moment-là que vous allez gratter vous allez réfléchir, et évidemment, la décision de ce que vous voulez évaluer n'émane pas d'autres évaluations. Et ça ne peut pas être le cas, parce que, puisque c'est la première fois que vous le faites, comment est-ce que vous pouvez savoir ce que vous évaluez? Donc il y a toujours cet univers, cet autre univers, l'univers de l'économie, avec d'autres théories scientifiques qui sont en périphérie de ces expériences, mais on éprouve une certaine culpabilité parce que ces autres pratiques ne sont pas forcément fondées sur des évaluations, certaines évaluations. Mais il faut évidemment tirer avantage de ces évaluations, de ces études, parce que sinon, nous n'allons pas parvenir à une idée fructueuse pour savoir où il faut aller par la suite. Donc, d'un certain point de vue, dans un certain sens, je pense que maintenant, on peut être déculpabilisé parce que, en partie, ce qui nous a aidés, c'est que ces évaluations randomisées nous ont permis de réfléchir à la question que nous devrions poser. Et ces évaluations, à ce titre, ont enrichi la recherche, enrichi la façon dont nous commençons à poser des questions. Et c'est une fonction qui est cruciale, parce qu'évidemment, même avec toute l'énergie mobilisée par Ariana, on ne peut pas évaluer tout ce qui existe. Il faut évaluer quelque chose qui fait sens à un moment donné, mais très souvent, bien souvent, on part du principe que, bon, Ariana dit que c'est censé de faire ceci ou cela, et voilà, on a confiance en elle, mais elle n'a pas forcément toutes les réponses, s'il veut bien me pardonner. Mais d'une certaine façon, il faut construire une base de connaissances qui nous permet de savoir quelles sont les questions à poser. Et c'est ce domaine, si vous le permettez, que je souhaiterais explorer, et ce que je souhaiterais faire au cours de ma présentation, c'est nous ramener à cette question. Autrement dit, comment les procédures randomisées, comment est-ce que ces évaluations peuvent enrichir la recherche, les recherches non pas concentrées sur la politique, mais sur les recherches conduites dans le domaine des sciences sociales. Donc je vais commencer de là où nous étions. Et je suis suffisamment vieux de me remémorer les années 90 parce qu'il ne fallait pas utiliser le vocable randomisé parce que si vous alliez prononcer ce terme, vous allez tout de suite avoir en face cet article dont vous avez parlé précédemment. Est-ce que vous allez jouer avec les vies, donc les vies des gens? Donc nous avons utilisé du euphémisme pour éviter d'utiliser ce vocable. Je me souviens de tous ces joutes lexiques afin de cacher le fait que finalement ce que nous faisions c'était justement la randomisation. Donc on peut parler maintenant de cette chose de façon ouverte. Le cadavre est sorti du placard, si je puis m'exprimer ainsi. Et
à l'époque, la raison pour laquelle on luttait pour que ce vocable soit maintenu, celui de la randomisation, et je pense qu'à juste titre, on s'est dit que c'était la meilleure façon de répondre aux questions touchant aux politiques que les gens posaient. Enfin, les gens posaient, enfin, conduisaient des... Enfin, faisaient des initiatives statistiques très, très fructueuses, mais c'était clair que si nous pouvions conduire certaines expériences, nous pourrions répondre à ces questions d'ordre politique de façon différente, de façon plus concluante. Les résultats seraient plus transparents et il faudrait pas avoir, il suffirait pas d'avoir une thèse en statistique pour comprendre les résultats. Alors, ce qui s'est produit au cours des 15 dernières années, à mon sens, est la chose suivante. Les expériences randomisées ont évolué, ont muté en autre chose. Alors maintenant, ce sont les outils destinés à évaluer les questions politiques, mais elles nous permettent également de comprendre mieux le monde. Donc, les expériences randomisées nous ont changé la façon dont nous exerçons notre discipline d'économie. Premièrement, les innovations en matière de mesure. Ça a une incidence sur la batterie de questions que nous posons. Et troisième point, on a pu ajuster, affiner nos questions. Et dernièrement, ça nous a permis de reprendre les théories avec lesquelles nous avons commencé. Et ça nous permet de les mettre à l'épreuve. Bon, ça, vous voyez tous les jours, donc ce n'est guère très novateur ni révolutionnaire ce que je dis, mais je pense que ça souligne l'importance de chacun de ces aspects. Alors, ici, n'est-ce pas, c'est un colloque en l'honneur d'Esther, et elle n'a pas saisi l'occasion de prendre la parole. Pas beaucoup, en tout cas, mais je voulais en fait tirer des exemples de son travail afin d'illustrer chacun de ses points pour lui rendre honneur, n'est-ce pas? Alors, l'un des avantages considérables d'opérer ces projets randomisés, et c'est quelque chose qui s'apprend en mouvement quand vous êtes en train de les faire, c'est important de savoir, enfin, vous pouvez savoir à l'aide de ces procédures qui a bénéficié. Et en fait, alors vous allez dire, bon, il y a un changement politique ici qui a eu une incidence sur certaines écoles, mais on ne sait pas lesquelles, et certaines écoles ont eu d'autres manuels, et peut-être parmi certaines de ces écoles, certaines écoles ont utilisé ces manuels, et ensuite on va pouvoir comparer les résultats obtenus par tel écolier par rapport à tel autre écolier. Mais avec ces procédures non randomisées, vous n'avez aucune idée des résultats que vous avez glanés. Mais avec des procédures expérimentales, vous savez avec qui vous avez travaillé. Vous pouvez savoir que quelqu'un a 40%, 70% ou 60% des possibilités d'être traité, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, si je veux vraiment opérer des mesures très précises, je saurais qui mesurer. Mais si je faisais ça à l'aide de méthodes statistiques, je ne saurais pas avec précision qui est impacté. Je pourrais partir de certaines hypothèses que quelqu'un doit être touché par ce que je fais et prendre la moyenne, mais ce ne serait pas très précis. De plus, et c'est lié à mes commentaires précédents, quand vous faites ces études non expérimentales et largement statistiques, et tout en partant du principe qu'ils n'ont pas des problèmes subjectif que nous voulions éliminer au départ, autrement dit, enfin, que nous voulions éviter, mais on se préoccupe du fait que, parce que maintenant, nous tirons avantage d'une politique qui a été mise en œuvre par quelqu'un qui n'avait aucune envie de rendre cette mise en œuvre un outil de mesure pour mesurer l'impact, en fait,
Enfin, vous avez mis en œuvre cela, mais vous avez aussi mis en œuvre autre chose encore. Donc, d'un certain sens, ce que nous avons obtenu à l'aide d'une procédure randomisée, c'est que je sais qui a été atteint ou touché par l'intervention en question. Et non pas seulement que beaucoup de gens ont été atteints par toute une batterie d'interventions, qui est normalement le problème statistique auquel nous faisons face. Donc, sachant que nous pouvons savoir qui a été atteint, qui a été touché, nous pouvons le mesurer. Ce qui signifie qu'on peut opérer des mesures de grande qualité sur l'ensemble de gens, de la population plus restreinte. Qu'est-ce que j'entends par cela? Évidemment, ça c'est une expérience que Esther ainsi que d'autres ont réalisée. C'est une expérience réalisée en Inde où un tiers des responsables, des fonctionnaires doivent être des femmes. Mais le gouvernement va opérer une randomisation pour savoir où les femmes sont recrutées. Donc, nous n'avons pas convaincu, on a dû convaincre personne parce que le gouvernement le fait de lui-même. Alors, est-ce que cela change la perception des chefs dans la fonction publique indienne? Alors, comment est-ce que vous mesurez les perceptions? Si vous demandez à des hommes, est-ce que vous détestez les femmes? Peu de gens vont dire oui. Donc, pour survenir à ce problème, il faut rassembler des données fiables sur la perception qu'ont les hommes à l'égard des femmes. Est-ce que vous appréciez les chefs femmes? C'est chose ardue, mais les méthodologies mises en œuvre, deux, mais toutes deux sont assez rares. La première, c'est les tests d'association implicite. C'était le premier usage systématique dans la sphère économique. Mais dans le cadre de ces tests, vous associez des mots à des attributs de la personnalité. Autrement dit, ce que vous regardez, ce que vous examinez, c'est les mots qui sont associés, entre guillemets, naturellement à des femmes. Et en fait, vous pouvez mesurer, la rapidité, la vélocité des réponses trahit justement l'association psychologique, l'association dans l'esprit de quelqu'un. Donc, et vous pouvez faire ça pour vous-même à travers un site web, mais c'est assez effrayant, n'est-ce pas? Mais bon, cela étant posé, cela étant dit, à l'aide donc de cela, vous pouvez vraiment identifier vos travers. Mais vous pouvez également faire écouter des gens, des discours prononcés par un homme et par une femme, et après, à l'issue de la projection, vous pouvez savoir déterminer la réaction du téléspectateur à l'impact du discours prononcé par une femme ou par un homme. Et donc, ça peut s'avérer concluant. Mais quand vous faites cela, qu'est-ce que vous apprenez? Eh bien, la première chose que vous apprenez, c'est que les hommes détestent que les femmes soient des chefs, mais ils ne pensent pas qu'ils sont pires que les hommes. Donc, en fait, il y a deux idées en apparence contradictoires. Il y a une idée qui mesure l'idée selon laquelle c'est acceptable d'être dirigé par une femme, et l'autre de savoir est-ce que les femmes sont pires par rapport aux hommes. Non, les femmes sont de bons chefs, mais pas aussi pire que les hommes. Mais c'est un autre fait, c'est une autre conséquence. Quand ils ont vu une femme chef à 2 reprises, la première fois, ils ont voté pour les dirigeants féminins. Autrement dit, les dirigeants féminins sont susceptibles d'être élus. Et donc, voilà, cette expérience, le résultat de cette expérience démontre cela. Une autre valeur de l'évaluation randomisée, c'est que ça nous permet de poser différentes questions. L'un des avantages, c'est que nous pouvons contrôler le groupe de traitement. Le traitement n'est pas un gros changement politique introduit par un gouvernement pour une raison ou pour une autre, mais quelque chose que nous choisissons. Et si l'organisation veut poser une question abrupte, elle peut le faire. Donc,
quand on regarde comment les gouvernements mettent en place des réformes, mais ils ne font jamais une réforme à la fois, ils font un package de réformes. Donc vous avez de nouveau, pour l'école par exemple, de nouvelles formations des enseignants, de nouveaux manuels, de nouvelles modalités de recrutement des enseignants, etc. Mais qu'est-ce qu'on sait dans ce package, ce qui a marché? Est-ce qu'on a besoin de tous ces changements? Est-ce que l'un des changements n'est pas plus important qu'un autre? Comment on répond à cette question? Et donc c'est là la question de politique. Et une chose que nous pouvons faire, c'est que l'évaluation randomisée permet de séparer les composantes. Et autre chose qui est liée également, c'est que dans la mesure où, parce que nous essayons des idées, nous testons des idées sur une base expérimentale, donc à une échelle relativement limitée, il est possible de tester des idées qui n'ont pas besoin d'être totalement fondées. Si vous êtes un gouvernement et que vous mettez en place une politique, vous voulez malheureusement, ça ne se produit pas toujours, mais vous ne voulez pas faire quelque chose qui semble totalement absurde. Vous voulez que vos actions aient du sens parce que vous êtes le gouvernement, vous êtes une organisation. Mais ce que vous allez mettre en place va durer 10 ans, donc vous voulez pouvoir assumer la responsabilité. Mais quand vous faites simplement une petite expérience en tant qu'organisation, si je fais une expérience, je peux être beaucoup plus à l'aise en disant, écoutez, je vais tester ça, et puis si ça marche pas, on oublie. Donc on peut essayer des choses totalement différentes qu'on ne serait pas en mesure de tester dans un contexte politique réel. Donc là, du coup, ça vous permet de traiter d'autres types de questions. Je vais prendre un exemple là-dessus. Dans les travaux que j'ai réalisés avec Rachel, tout le monde, tous les docteurs, tous les politiques vous disent qu'il faut vacciner les enfants. C'est une très bonne chose. Le seul problème, c'est les gens qui doivent faire vacciner leurs enfants. Si l'on regarde un district rural où nous avons travaillé pendant de nombreuses années, nous avons mesuré le taux de vaccination et il y avait 4% qui avaient une bonne couverture vaccinale, les 96 autres pourcents, non. Et donc, quand on posait la question, y compris tout le monde se posait la question de savoir pourquoi, même les membres du gouvernement, et de savoir pourquoi. Et la réponse, c'était la politique gouvernementale s'est effondrée, et même les représentants du gouvernement, les officiels, vous disaient cela, alors que pour autant, les officiels ne sont pas les plus susceptibles de faire porter la responsabilité au gouvernement. Mais d'autres vous disaient, écoutez, là, on est dans la campagne, on a affaire à des gens qui ont des traditions, qui ne croient pas à la vaccination, et donc, ils ont leur propre système de croyance, et dans leur propre système de croyance, la vaccination ne s'intègre pas. L'une des choses qui nous a fait penser que cette deuxième assertion n'était pas totalement correcte, c'est que nous avions constaté que ce qui se produisait, c'est que les gens, en fait, commençaient les campagnes de vaccination. Il y avait une première vaccination, mais jamais le rappel sur un enfant, par exemple. Donc, nous n'étions pas totalement convaincus que, effectivement, les gens dans la campagne avaient un système de croyance qui était contre la vaccination. Donc, nous avons mené une expérience qu'aucun cadre politique n'aurait permise. Et nous avons demandé à une ONG de s'engager à assurer des campagnes de vaccination à des dates fixes. Donc, il fallait que parce qu'en fait, pourquoi le programme gouvernemental s'était cassé la figure? Parce que les vaccinations étaient annoncées, les infirmières n'étaient jamais là, etc. Donc, nous avons fait ça et nous voulions voir si le fait que les vaccinations soient annoncées à date fixe pouvait marcher. Et deuxièmement, nous avons introduit d'autres variantes, parce que c'est facile, et on a dit aux gens, OK, si vous faites vacciner votre enfant, vous repartez avec 1 kilo de lentilles ou de haricots secs. À chaque fois que vous amenez votre enfant à la vaccination.
Donc ça, c'était vrai pour les 2 premiers traitements, les 2 premières injections. Je pense que si nous l'avions proposé dans le contexte d'une politique du gouvernement, les gens nous auraient dit, attendez, vous n'êtes pas sérieux, des haricots secs. Les gens ont été plutôt amusés par l'idée et personne ne nous prenait trop au sérieux. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, d'abord, on a fait passer le taux de couverture vaccinale de 4% à 15%, ce qui est une grosse augmentation, et qui démontre qu'effectivement, il y a un problème pour délivrer les vaccins. Et le fait d'introduire les haricots, ça a permis de faire passer de 15% à 45%. Donc, date fixe plus haricots secs, on est passé de 4% à 45%. Tout très clairement, dans une certaine mesure, c'est quelque chose que nous n'aurions jamais essayé dans un contexte très sérieux. Il n'y avait que par l'expérience qu'on pouvait le faire. Parce que si vous parlez à un bureaucrate, à un fonctionnaire dans un bureau et qu'on lui dit, bah, écoutez, vous voulez augmenter les couvertures vaccinales, offrez des haricots secs, il vous aurait ri au nez. Donc, c'était simplement un contexte expérimental qui nous a permis de faire cela. Similairement, et je sais qu'il commence à se faire tard, donc je vais aller vite maintenant, mais cela nous permet également d'être innovants d'un côté, mais ça nous permet également d'être très, très tatillons. On peut poser des questions très, très fines. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour améliorer l'éducation? Est-ce que c'est les manuels ou est-ce que c'est la formation des enseignants? On peut séparer les deux. Est-ce que c'est important d'avoir de bons manuels ou de bons enseignants, ou est-ce que les deux sont aussi importants? Et est-ce qu'il est important que tel ou tel détail soit appliqué? Donc voici un tableau qui vous montre les résultats d'une évaluation randomisée. Ce n'est pas la liste complète, mais là, c'était il y a quelques années. Nous avons fait un tableau des coûts supplémentaires par année supplémentaire d'éducation. Et donc là, les coûts tels qu'obtenus après l'évaluation randomisée pour assurer une année d'éducation supplémentaire pour un enfant. Donc voici le coût pour laisser un enfant à l'école une année supplémentaire. Et voici les différents programmes qui ont subi cette évaluation randomisée. Donc nous avons comparé les coûts. Et à gauche, vous avez tout ce qui est au Kenya et en Inde. Le Mexique est plus riche, donc ils sont à droite. Vous voyez que ça commence à $1000 alors que sur l'échelle Kenya et Inde, on commence à 0. Si on regarde les différences, regardez au Kenya. L'intervention la moins chère, c'est le déparasitage, ce qui coûte $3,25 par enfant, et l'intervention la plus onéreuse était les bourses pour les filles dans l'un des sites, et qui pouvait coûter jusqu'à plus de $200. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est que dans un certain sens, on a là un groupe sélectionné, mais pour chacune de ces interventions, ce sont des idées qui, à chaque fois, ressortent des conversations. Ce sont des idées qui ont toutes été évaluées de façon randomisée parce que sur chacun de ces points, il y avait eu des grands programmes politiques qui avaient mis en ordre. Et quand vous regardez la différence, les différences, c'est simplement quelquefois une question d'ordre de grandeur. Si vous prenez si vous prenez tel ou tel un type d'intervention, vous allez pouvoir payer 200, 300 fois plus ou 200, 300 fois moins. Et ici, les ordres de grandeur sont énormes. Et en fait, ce que nous avons appris, c'est que, et c'est quelquefois un peu effrayant pour les personnes qui ne veulent pas faire attention aux détails, c'est que, en fait, les détails sont très importants. Ils sont extrêmement importants. Et si on se trompe, on voit que les repas à l'école coûtent $30 par an et par enfant, et que les uniformes coûtent $100. Donc, ça fait 3 fois plus. Et si vous demandez à un expert, il va vous dire, bah, écoutez, vous pouvez essayer les repas ou vous pouvez essayer les uniformes, c'est des idées standards. Mais on voit que leur impact n'est pas du tout le même, que c'est totalement différent.
Et c'est là qu'on peut se servir de cet enseignement au niveau des politiques, mais aussi au niveau de la recherche. Pourquoi est-ce que certains de ces éléments sont si différents des autres et comment est-ce que l'on peut réfléchir? Qu'est-ce qui va permettre de prédire ce qui sera le plus efficace? Donc ce sont là les défis qui se posent à la communauté scientifique. Et ce n'est pas juste une question d'ordre de grandeur, parce que maintenant, c'est très bien de dire que l'éducation va très bien, mais il va falloir expliquer pourquoi certains types d'interventions dans le domaine de l'éducation sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Donc, et pour conclure, l'un des grands avantages de nombre de ces expériences randomisées, c'est que l'évaluation en elle-même, pour la validité de ces estimations, ne se base pas sur un grand nombre de théories. Et l'avantage, là, non seulement pour l'interprétation des résultats, mais pour la validité des estimations, que l'on sache que les estimations sont une bonne estimation du programme et de ses effets. Et pourquoi je dis que c'est quelque chose de bien? Parce que on n'a pas besoin de théorie, on peut utiliser cela pour tester les théories. Donc, en fait, l'estimation, si l'estimation est basée sur une théorie, on ne peut pas tester la théorie. Donc, le fait qu'on sépare la théorie et l'estimation, ça permet de tester des choses qu'on n'aurait pas testées auparavant. Donc, ça, c'est tout à fait avantageux. Et plus particulièrement, on peut vérifier les options expérimentales d'une manière tout à fait originale et proposer des options aux gens, des options auxquelles on n'aurait jamais pensé. Les expériences qui ont été mentionnées par Pascaline, ce sont des expériences qui n'ont jamais été menées. Personne ne vous donne une moustiquaire. Donc, on ne sait pas. On ne peut faire cela que dans des conditions. Et ce sont des théories qui sont quelquefois testées dans des situations qui ne sont pas testées en situation réelle, mais dans des situations extrêmes. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que l'on peut l'introduire dans des contextes réels. Donc, on peut mieux tester leur impact. Et c'est un moyen, donc, de tester ces théories. Et c'est ici un travail mené par Esther, Michael Kramer et John Robinson. Ils ont mené une expérience pour montrer que dans l'ouest du Kenya, les engrais rapportent beaucoup. Et les engrais peuvent être utilisés par n'importe qui, même avec quelques dollars, vous pouvez acheter un petit peu d'engrais, donc c'est quelque chose qui est utilisable par tout le monde. Mais seul un quart de la population utilise les engrais. Alors, ça rapporte beaucoup, n'importe qui peut l'utiliser, et pourquoi les gens l'utilisent pas, les utilisent pas? Donc, la première chose qu'ont fait l'équipe de chercheurs, c'est qu'ils ont mené une expérience avec un ensemble de fermiers, et ils ont donné l'engrais aux fermiers. Les fermiers ont utilisé l'engrais et ont vu l'avantage. Donc, la démonstration a été immédiate. Sur leur terre, ils ont utilisé l'engrais et ils ont eu des rendements beaucoup plus importants. Qu'est-ce qu'ils ont fait la fois d'après? Eh bien, la fois d'après, les chercheurs sont allés voir les fermiers en leur disant maintenant que vous savez que les engrais, ça fonctionne, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, un quart des gens qui ont utilisé les engrais continuent à ne pas aller les acheter. On ne comprend pas pourquoi. Donc, ça a été une des découvertes et les chercheurs se sont posé la question de ce qui était en train de se passer. Théorie 1, c'est qu'ils ne savaient pas. Mais s'ils ne savaient pas avant, on leur a donné de l'engrais, ils ont testé, maintenant ils savent. Donc, la théorie 1 a été éliminée. Ensuite, quand ils sont allés voir les fermiers ont répondu c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent. Donc, peut-être que, en fait, ce qui était en train de se passer, c'est que il y avait des problèmes d'économie. Vous savez que sur une ferme, il y a des cycles. Vous récoltez en avril et vous plantez en juin. Et entre avril et juin, il faut savoir économiser son argent parce que vous avez récolté en avril.
vous avez fait rentrer l'argent, mais quand vous ne semez qu'en juin et que vous avez vendu votre récolte en avril, il a bien fallu garder son argent entre avril et juin. Donc comment est-ce que vous gérez la transition? Donc là, l'équipe de chercheurs a proposé un contrat en disant, écoute, OK, tu achètes de l'engrais au moment de la récolte et nous, on te le livre au moment où tu sèmes. Donc, c'est une façon d'épargne forcée parce que les gens, tout le monde a envie d'épargner, mais bon, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Et au moment arrive le moment de la semence, il n'y a plus d'argent qui reste dans les caisses. Donc là, ils achetaient au moment où ils vendaient leur récolte et la livraison était faite au moment où ils allaient semer. C'était une épargne forcée qui permettait de résoudre le problème. Et les fermiers étaient très enthousiastes, mais étonnamment, ils voulaient être livrés immédiatement. Donc on pensait avoir résolu le problème, sauf qu'il restait une question. Les fermiers voulaient être livrés immédiatement. Donc ils ne disaient pas « amenez-moi les engrais plus tard », ils disaient « amenez-moi les engrais maintenant ». Et par ailleurs, quand on leur donnait les engrais, ils ne les ramenaient pas au magasin pour le revendre. Parce qu'on s'attendait à ce que s'ils avaient l'argent, s'ils avaient les engrais chez eux dans un hangar, et s'ils avaient besoin d'argent, ils seraient allés le revendre. Mais ça ne s'est pas passé. Donc, chaque découverte génère une autre question qui permet de raffiner l'expérience et qui génère un enseignement qui génère une autre question qui permet encore de raffiner l'expérience, etc. Et c'est comme en économie, on apprend à partir d'un ensemble de données fixes, alors qu'ici, on peut faire des allers-retours, et c'est ce qu'a fait Pascaline. Elle est partie d'un ensemble d'exemples. Elle a d'abord travaillé sur la théorie 1, elle a vu jusqu'où elle pouvait aller, et puis après, elle a raffiné, affiné sa théorie pour aller vraiment au niveau granulaire de l'expérimentation. Voilà, maintenant je pense que je vais être obligée de m'arrêter, mais vous voyez pourquoi nous sommes si passionnés par les possibilités qui nous sont offertes par ces expérimentations, et j'espère avoir été en mesure de vous dire et de vous expliquer pourquoi, en tout cas pour ma part, je suis passionnée. Merci.